Je vais faire un court rappel du déroulement de ce webinaire. Donc, on va commencer par une interview de nos invités qui va durer environ 50 minutes à 1 heure. Et pendant ce temps-là, donc, vous pourrez écrire vos remarques, vos questions dans le chat. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu où se trouve le chat, il suffit de chercher une icône en bas de votre écran. Voilà. Nos modérateurs vont se charger de sélectionner vos questions. Et si vous vous adressez à l'une de nos intervenantes en particulier, merci de le préciser. Et donc, on va réunir vos questions et elles seront posées à la fin de l'interview. Voilà, donc d'ici une petite heure. Ensuite, merci à tous d'être venus pour cet événement que l'on a nommé la communauté asiatique et le Covid-19. Alors, pourquoi ce titre ? Parce que entre un sentiment d'incertitude, d'inquiétude ou parfois même de colère, les communautés asiatiques sont particulièrement touchées par la crise du Covid-19. Bien entendu, la pandémie actuelle est une épreuve pour nous tous, pour le monde entier, mais la communauté asiatique se trouve, malgré elle, étroitement associée à cette crise. Alors, vous avez déjà sans doute remarqué qu'à droite, à gauche, se sont élevées des voix pour signaler qu'un virus n'a pas de nationalité, qu'un virus n'a pas de couleur, ce genre de choses. Mais il s'avère que le torrent des médias et des réseaux sociaux a entraîné dans son sillon toutes les personnes d'origine asiatique, et ce, partout dans le monde. Pour parler de cette question, nous avons invité aujourd'hui Linlan Dao, journaliste à France Info Télévision. Nous avons invité Grace Lee, autrice, et nous avons invité Simeng Wang, sociologue chargée de recherche au CNRS. Donc, toutes les trois vont nous expliquer comment la communauté asiatique a vécu et vit toujours cette crise, et elles vont nous donner des éléments pour mieux comprendre cette situation. Alors, nous avons choisi d'aborder plusieurs thèmes, et le premier thème est celui de la communauté asiatique ou des communautés asiatiques. Tout dépend comment on l'entend. Donc, on va d'abord poser une question à caractère plus général pour introduire le sujet à nos trois intervenantes. On voudrait savoir, donc, d'après vous, comment les communautés asiatiques se réinventent-elles après cette crise, alors qu'elles ont été longtemps considérées comme éloignées des débats, assez discrètes. Et d'après vous, est-ce qu'il y a des spécificités propres à la situation de la communauté asiatique en France par rapport à d'autres pays? Alors, si vous voulez, je voudrais déjà faire une remarque par rapport à la question. Alors déjà, moi, je trouve que les communautés asiatiques, elles doivent s'inventer. Il n'y a pas de réinventer, parce que par rapport à l'éveil que les communautés asiatiques auraient aujourd'hui par rapport à cette vague de racisme, voilà, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire que par rapport à l'identité des personnes asiatiques, moi, je suis asiatique parce que j'habite en France. Quand je vais en Asie, je ne suis pas asiatique, je suis chinoise, je suis cambodgienne, mon père est tétu, ma mère est cantonaise. Je veux dire, ça n'existe pas asiatique en Asie. Donc, ce mot asiatique, il existe parce qu'on vit ici et que nous sommes perçus. Moi, je suis perçue, on me dit geisha alors que je ne suis pas japonaise, on me dit sawadika alors que je ne suis pas thaïlandaise, on pense que je mange du pangolin aujourd'hui alors que je ne mange même pas du museau de porc, tu vois, donc c'est quelque chose qui est totalement arbitraire et subjectif, le fait d'être asiatique. Et donc, cette identité qui est d'être asiatique, elle n'a pas été mobilisée auparavant par les personnes asiatiques en France. D'une part parce que pour moi les intérêts j'ai vu les intérêts plutôt s'organiser autour de choses telles que la culture, donc les arts traditionnels, c'est les amoureux de la calligraphie, ou bien autour d'une langue, les amis de Confucius, ou bien d'intérêts d'une profession comme les bars tabac ou l'hôtellerie, les restaurants, ou bien alors par région géographique, donc l'association des Vietnamiens du Nord, l'association des Tétus du Cambodge. Enfin, je veux dire, ça, c'est des choses qui sont très bien parce que ce sont des organisations qui nous permettent de connaître nos origines, d'être fiers de nos origines. Et en revanche, ce ne sont pas des associations avec des intérêts politiques, dans le sens où politique au sens propre du terme, c'est-à-dire
qui pensent les personnes asiatiques comme un objet, comme un sujet, comme un digne d'intérêt. C'est-à-dire que, et donc ça c'est tout nouveau. Pour moi la vague, alors le racisme a toujours existé. On va pas revenir sur le fait que c'est quelque chose qui nous a toujours toutes et touchés à des niveaux très différents, mais je pense que personne ne peut dire qu'il a été épargné à l'école, ni dans la rue, ni voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très, très répandu. Et aujourd'hui, il prend une forme différente avec le Covid-19. Et je pense que là, il y a quelque chose à inventer, du coup, par rapport à cette situation qui est, on va dire, nouvelle dans son intensité et dans sa dangerosité aussi. Et par rapport aux caractéristiques de la France et dans lesquelles nous sommes plongés, nous, je pense que la politique assimilationniste de la France, c'est-à-dire le fait que nous sommes tous français, qu'on ne voit pas les couleurs, que nous serions tous égaux devant la loi, et ce qui est en théorie une chose qui est tout à fait louable, hein, dans les faits, elle revient aussi à nier des vécus, notamment liés au racisme. Et je pense que c'est un obstacle supplémentaire par rapport à d'autres territoires à la fabrication de cette identité politique que seraient les Asiatiques en France. Associé au mythe de la minorité modèle, qui est un mythe sociologique qui touche beaucoup de populations dans le monde, mais notamment les Asiatiques en Occident, différents types d'Asiatiques, hein, puisque c'est pas toujours les mêmes personnes, les mêmes groupes qui en sont la cible. Ça fait une grande résistance à l'affirmation des Asiatiques en tant qu'entité. Et du coup, de lutte et d'organisation et de lutte contre les problèmes que vivrait cette entité. Très bien. Merci beaucoup, Grace. Est-ce que l'une d'entre vous veut compléter, Lin-Lan? Ouais, je pourrais juste répondre par rapport à la crise du Covid-19. Ce que je remarque, c'est que effectivement, comme tu dis, les communautés asiatiques avaient pu être éloignées des débats politiques. Mais là, je pense que vous me le confirmerez toutes, c'est qu'il y a une émergence de la parole des communautés asiatiques, c'est-à-dire que, et puis un intérêt accru dans les médias, c'est-à-dire que autant auparavant dans d'autres épidémies, on n'aura pas vu la parole asiatique, autant là, dans le Covid-19, les médias se sont intéressés à ce que les Asiatiques avaient à dire à propos des discriminations dont ils étaient victimes. Et donc, il y avait vraiment une place pour ce débat-là en France, qui n'était pas le cas auparavant. Donc, quelque part, la communauté, les communautés ne se réinventent pas, mais elles se sentent plus légitimes à prendre la parole. Et par exemple, le hashtag « Je ne suis pas un virus », qui a été lancé par une citoyenne anonyme d'origine coréenne, c'est une initiative, je pense, qu'on n'aurait pas vue dans le passé et qui a pris donc racine en France. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important à signaler. Voilà. Et qui a fait que les médias étrangers se sont intéressés à la réaction des Asiatiques en France face au racisme lié au Covid-19. Tout à fait, tout à fait. Et les médias étrangers se sont aussi intéressés donc à la situation dans leur pays, hein, vu qu'en fait, on aura le temps de revenir dessus, ce phénomène, et se retrouve de manière plus ou moins similaire dans beaucoup de pays, notamment des pays occidentaux. Alors, Simone, si tu veux ajouter un point là-dessus. Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec Grace et Lin-Lan, hein. Donc, je pense que le Covid a vraiment permis d'une conscientisation, en fait, de la part de ces populations d'origine asiatique sur le problème du racisme, mais aussi le problème des discriminations, mais aussi des traitements différenciés que les personnes d'origine asiatique subissent, hein, de longue date. Après, je vous remercie d'avoir posé cette question, en fait, au pluriel, parce que vous avez parlé des communautés asiatiques au pluriel. Je pense que, comme vous pouvez aussi le constater comme moi, les populations asiatiques en France sont extrêmement hétérogènes. Donc, bien évidemment, en fonction de leur génération migratoire, en fonction de leur âge, en fonction de leur situation socio-économique, mais aussi de leur niveau d'éducation et de leur pays et région d'origine, etc., ces personnes d'origine asiatique, elles ne sont pas du tout exposées à la crise, ni impactées par la crise de la même façon. Par conséquent, elles ne vivent pas le post-Covid de la même façon non plus. Donc, je pense qu'on aura le temps peut-être tout à l'heure d'y revenir, mais je pense notamment au secteur entrepreneurial
et économiques qui nichent traditionnellement les commerces ethniques dits chinois ou asiatiques en France, qui sont quand même très impactés par le Covid. Autrement dit, c'est le secteur de restauration, de l'import-export des produits qui sont issus des industries à forte intensité de main-d'œuvre, ou encore ces dernières industries elles-mêmes, donc qui sont implantées sur le sol français. Donc il m'a semblé aussi qu'il y a d'un point de vue économique, socio-économique, il y a aussi des analyses à faire, dans le sens en fait, il m'a semblé que le jumelage entre ces commerces ethniques traditionnels et le numérique est déjà peut-être l'une des directions vers lesquelles nous sommes en train de nous diriger. Après, ça veut dire aussi qu'il y a une attente de plus en plus au commandé, je dirais, des postes de travail plus qualifiés, avec plus de techniques et des connaissances. Et donc, par conséquent, il y aura peut-être moins de travail purement manuel. Et cela changera. Qu'est-ce que ça va modifier? Je pense qu'à un moyen ou à un long terme, ça va modifier les choix professionnels des jeunes actifs d'origine asiatique. Ça veut dire aussi que plus profondément, les perceptions de la réussite et aussi des attentes parentales sur l'orientation scolaire de leurs enfants en France vont aussi être amenées à changer. Donc tout cela change bien évidemment l'image des Asiatiques en France, et aussi ça changerait leur représentation sociale. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Alors en fait, on comprend bien que les communautés asiatiques ont été touchées à peu près sur tous les aspects en fait de leur vie par cette crise socio-économique, politique, etc., psychologique également. Alors maintenant, on aurait une petite question pour toi, Simone, étant donné que c'est un sujet sur lequel tu travailles depuis plusieurs années, donc à savoir la diaspora chinoise sous toutes ses formes en France. Et là, justement, on sait que tu t'intéresses d'autant plus à cette question sous l'angle de la crise actuelle. Alors, on voudrait savoir comment est-ce que la diaspora chinoise en France a-t-elle perçu et perçoit cette épidémie du coronavirus? Comment est-ce qu'elle a réagi? Alors, la diaspora chinoise en France, elle a été avertie par le Covid beaucoup plus tôt que le reste de la population française en général, parce que ce qu'on a observé, c'est que dès depuis janvier 2020, où la situation en Chine a été médiatisée en langue chinoise, ces personnes d'origine chinoise ont commencé à s'approvisionner des masques, par exemple, à porter des masques. Certains d'entre eux ont réduit leur sortie dans l'espace public, et d'autres ont préféré éviter les transports en commun. Et en février, ce qu'on a vu, c'est que certaines familles chinoises ont décidé de ne plus mettre leurs enfants à l'école. Et donc, à Belleville et aussi à Aubervilliers, il y a certains commerces qui ont fermé leurs portes. Donc, tout cela pour vous dire que ces personnes d'origine chinoise en France, elles n'ont pas attendu jusqu'à mi-mars pour se confiner. Pourquoi? Parce qu'ils sont en contact permanent avec la Chine, avec leurs proches qui résident encore en Chine ou en Asie plus largement, et leurs sources d'information viennent en partie de la Chine, et même pour beaucoup de ces personnes en question, leurs ressources d'information viennent majoritairement des médias chinois qui sont basés en Chine ou à l'étranger. Et donc, cela a changé effectivement leur perception relative au Covid. D'accord, très bien, très bien. Merci pour tous ces éléments. Oui, moi aussi, je me rappelle au tout début de la crise d'avoir reçu beaucoup de messages de la part d'amis étudiants chinois ici, et qui me disaient il faut vraiment commencer à prendre ces mesures, etc. Et pour le coup, au tout début, je les ai pas, pour être honnête, je les ai pas forcément cru. Alors, on a aussi justement ces derniers temps fait circuler un sondage sur nos réseaux sociaux, et pour un peu comprendre, enfin interroger les jeunes d'origine asiatique par rapport à leur ressenti actuel et face à cette crise. Et en fait, on a fait une petite observation assez intéressante. On voudrait avoir ton point de vue, Simon, parce qu'on a observé que les plus de 30 ans, donc la tranche, on va dire 30-36 ans, se montrent plutôt inquiètes
face à la montée d'une xénophobie, d'un racisme anti-asiatique, tandis que les plus jeunes, donc ceux qui ont une vingtaine d'années, entre 23 et 29 ans, se sentent plus concernés par leur situation personnelle, donc socio-professionnelle, on va dire, l'écologie, des thèmes comme l'écologie ou encore, de manière plus large, la construction d'un monde meilleur. Donc, qu'est-ce que ça révèle d'après toi? Comment est-ce qu'on peut interpréter ces faits, ces données? Oui, alors merci de ce partage d'informations parce que cela nous offre déjà un aperçu préliminaire des représentations, des perceptions, des attitudes et des comportements qui sont relatifs au Covid chez ces personnes que tu as appelées les jeunes asiatiques, donc d'origine asiatique. Après, bien sûr, j'ai une question déjà à vous poser à la GCF, c'est que parmi ces sontés, est-ce que ce sont des personnes primo-arrivants qualifiées que vous avez appelé justement les jeunes asiatiques, ou ce sont plutôt principalement les personnes françaises d'origine asiatique nées en France? Et aussi, bien évidemment, ce qui nous intéresse, bien évidemment, tout à l'heure, je vais y revenir sur notre projet de recherche que nous sommes en train de mener collectivement à ce propos. Alors, d'abord, pour revenir sur vos données et les constats que tu as présentés, Laetitia, comment les appréhender? Alors, il m'a semblé qu'il y a plusieurs pistes de réflexion. Alors, la première, je pense que c'est celle du cycle de vie. Parce que les personnes ayant plus de 30 ans ont plus de chances, déjà par rapport à ceux qui sont encore dans leur vingtaine, d'être déjà professionnellement établis. Donc, moins de soucis par rapport voilà, à les débouchés, comment on pourra trouver du boulot en sortant juste de l'école, etc. Alors, ceci leur permet, donc l'établissement professionnel, leur permet de se soucier davantage des sujets sociétaux, comme par exemple les sujets sur le racisme et les inégalités sociales, et sans oublier aussi que par le cycle de vie, on constate aussi que c'est dans cette tranche d'âge autour de 30, plus de 30, que certains et certaines commencent à fonder une famille, à commencer à devenir parents. Donc, à travers les travaux scientifiques qu'on a pu lire auprès de nos collègues, on voit que, quelle que soit l'origine ethnique, on voit dans quelle mesure le fait de devenir parent révèle aussi des réflexions personnelles, comme celle sur transmission intergénérationnelle, sur la question de mémoire, sur la question de la représentation sociale, sur les luttes contre le racisme et contre les discriminations, etc. Et donc ça, je pense que peut-être au cycle de vie, ça nous offre déjà une première piste de réflexion. Alors la deuxième, je pense que ça réside tout simplement dans l'effet de génération socialement construite, dans le sens où en fait, par exemple en France, mais aussi dans la planète, on voit que la question liée à l'écologie, elle fait partie de l'éducation. Et plus on est jeune, plus on a tendance, on a la chance d'être convaincu par les sujets en lien avec l'écologie, en lien avec la protection de l'environnement, etc. Donc, je pense que ça, c'est aussi une piste intéressante qui mériterait à creuser. Alors, après, tout à l'heure, pour rebondir sur aussi les questions que je t'ai posées tout à l'heure par rapport aux caractéristiques sociologiques en fait, de ces sontés, il est vrai qu'en fait, ces questions se situent au cœur de nos réflexions dans le cadre de notre projet Migrage chez Covid. Nous sommes, donc la JCF est notre partenaire très précieux, et donc nous allons bientôt, très prochainement, lancer un questionnaire en ligne à ce propos, à destination de toute personne d'origine asiatique qui vivent en France, en toute tranche d'âge et tout milieu social inclus. Merci beaucoup Timang. Oui, on aura l'occasion d'en reparler. Toutes les informations passeront sur nos réseaux sociaux. Très bien. Alors, je voudrais pardon? Oui. Oui. Je t'en prie. Ce que tu disais, Simène, c'était très intéressant par rapport au cycle de vie. Alors moi, j'ai l'impression, j'ai une sensation parfois inverse, donc qui est pas du tout liée, donc c'est pas basé sur des chiffres, mais j'ai le sentiment que des personnes trentenaires, quarantenaires, qui seraient donc asiatiques en France et qui seraient déjà établies, souvent sont dans le déni du racisme. Parce que justement ils sont pépères dans leur vie et qu'ils n'ont pas du tout d'autres problèmes à gérer et qu'ils veulent maintenir ce niveau de vie, ils sont plus réticents à questionner certains fondements de la société française. Et
Alors que les jeunes de cette nouvelle génération, qui ont été donc biberonnés aux réseaux sociaux et sont des digital, voilà, ils sont nés avec Internet, ils sont plus sensibles, enfin en tout cas ils sont plus exposés, après sensibles je ne sais pas, mais ils sont plus exposés aux luttes qu'il peut avoir sur la justice sociale, les féminismes, les oppressions, etc. Parce qu'ils acceptent facilement à ces informations. Bon, après ils ont accès à plein de choses, hein. Et du coup, j'ai trouvé que, donc en fait, souvent, parce que bon, moi, pour être très honnête, les gens de mon entourage, les amis et ma famille, ils sont complètement aveugles aux discriminations. Ils trouvent que pourquoi faire, mais pourquoi tu parles encore de racisme, oh là là, tu nous saoules. Et donc, ces gens-là, quand il y a eu la vague du Covid-19, ils étaient encore plus ébranlés que d'autres parce qu'ils avaient coché toutes les cases qu'on leur avait demandé de cocher, donc le travail, la carrière, puis ils ont acheté une maison pour papa-maman pour qu'ils soient bien pour le futur, ils ont fait un enfant, etc. Enfin, ça a suivi une espèce de linéarité et tant mieux pour eux, hein. Enfin, je suis très contente qu'ils s'en sortent. Et là, du coup, d'être pris de plein fouet par le racisme face au Covid-19, alors qu'ils avaient peut-être jamais mis les pieds en Chine ou qu'ils s'étaient désolidarisés de ces gens-là d'une manière voilà, civilisationnelle presque, en disant mais moi je suis pas du tout comme ces gens-là puisque voilà, je vis en France et je vis comme un Français. La chute était plus difficile encore, j'ai trouvé, parce que tout d'un coup ils étaient ramenés à leur faciès, ils étaient ramenés à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, puisque notre image, voilà, c'est quelque chose qui nous est donné et qui voilà, et donc j'ai voilà, j'ai une nuance à porter à ces trucs, mais c'est pas basé sur des statistiques, c'est basé sur mon propre empirisme. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup pour cette précision, Grâce. Et puis en plus, tu as fait la transition avec le thème suivant. Et bah, tu dis que c'est basé sur ton expérience personnelle, en fait, hein. Et c'est vrai que moi, j'observe un peu la même chose. Donc, même si c'est très empirique, effectivement, il y a un constat qui fait que oui, on remarque que pour certaines personnes, en fait, ça a été comme une réalité, en fait, qui leur est arrivée en pleine figure, quoi, si je puis dire. Donc, très intéressant de voir justement comment est-ce qu'on va, ces personnes et toutes les autres vont répondre à cette crise. Alors justement, donc, on va continuer avec le thème du racisme et on voudrait savoir donc comment, d'après vous trois, cette crise donc a-t-elle remis le thème du racisme anti-asiatique à l'ordre du jour? Donc, Grâce, si tu veux compléter ton propos que tu viens de commencer, Oui. ou Sinan et Alors, Liliane. par rapport au racisme anti-asiatique que nous vivons depuis plusieurs décennies, le Covid-19, selon ce que j'ai vu dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans l'espace public, j'ai trouvé qu'il avait mobilisé les mêmes ressorts que depuis tout le temps, c'est-à-dire donc le côté sanitaire de la crise du Covid, forcément, elle est liée. Il y a on a d'abord parlé des marchés, des wet markets, donc des marchés d'animaux vivants de Wuhan, qui serait voilà, le lieu d'apparition du virus. Et donc cet imaginaire du marché d'animaux vivants, puisque ça n'existe pas dans certaines contrées, notamment en Occident, a mobilisé toute sorte de bestiaires voilà, liés à ils mangent des choses cheloues. Voilà. Donc en fait, avant, on parlait du chien, qui était déjà très très bizarre pour les personnes d'autres contrées. Et là, on passe sur voilà, la chauve-souris, le pangolin. Donc ça, pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est la construction du racisme qui se fait sur l'altérisation des personnes en disant voilà, vous êtes les autres, vous êtes bizarres, vous mangez des choses cheloues, bizarres, vous n'êtes pas vraiment des humains comme les autres. Et donc vous êtes sale du coup, parce que c'est quelque chose qui va très vite. Voilà, c'est sale chez vous, les conditions sanitaires ne sont pas les mêmes qu'ici. Ici, c'est beaucoup plus propre. Et d'ailleurs, on le voit par rapport à la restauration asiatique en France, puisqu'il y a plein de gens qui me disent mais je connais un super restaurant, mais il est très propre. Donc, dans le sens où cet imaginaire, il est mobilisé même quand on aime, quand on est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, etc. Donc, c'est pas une question, le racisme, c'est pas une question de bien ou de mal ou de moralité. C'est quelque chose c'est des images qui sont ancrées parce que pendant longtemps, elles sont véhiculées comme étant l'essence de ces personnes qu'on décrit. Et donc, il y a aussi l'idée que, voilà, ils sont sales, ils mangent des choses bizarres. Il y a aussi cette idée de faute, de responsabilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on lit beaucoup sur le fait que
vous avez créé ce virus, c'est votre faute, virus chinois. D'ailleurs, on le voit quand on associe vraiment donc le mot virus avec une nationalité. Donc, il y a cette idée qu'il y a une responsabilité des personnes chinoises ici, enfin, chinoise, donc asiatique, puisque c'est très difficile de dire qui est chinois et qui n'est pas chinois quand on n'est pas, même quand on est chinois, on ne sait pas. Donc voilà, donc tout ça, ce sont pour moi les idées racistes les plus présentes. Donc la question de la propreté, voilà. On questionne l'humanisme des personnes à travers leurs mœurs culinaires et on projette une notion de responsabilité sur leur corps. Et donc, et c'est là qu'on leur dit, bah, rentrez chez vous, puisque c'est vous qui l'avez apporté, repartez avec. Pour se protéger, il faut chasser ces personnes qui sont les boucs émissaires de notre société. Et ça, ce sont des ressorts racistes voilà, absolument basiques. Je veux dire, il n'y a pas de créativité dans le Covid-19 là-dessus. Et c'est ce que j'ai pu constater dans les réseaux sociaux. Les gens mobilisent à nouveau ces poncifs. Merci beaucoup, Grace. Lin Lan. Ouais, mais je remarque que dans chaque épidémie, enfin chaque pandémie est l'occasion de désigner un bouc émissaire. Donc, pendant l'épidémie d'Ebola, les Africains avaient, ou les personnes qui avaient un faciès d'Africains avaient été discriminées. Donc, je pense que ce qui se passe en France, c'est que le racisme, il existait déjà, mais les gens, ils l'assumaient moins, je pense. Et ce qui s'est passé, c'est que le Covid-19 a été vraiment un prétexte pour déverser la haine sur les Asiatiques. Voilà, il y a eu donc un double amalgame, un amalgame entre le Covid-19 et les Chinois. Donc les gens, ils ont fait un lien directement. Et après, parce que le virus est originaire de Chine, ils ont fait aussi un amalgame entre les Chinois et les Asiatiques en général, puisque les gens se sont montrés incapables de faire la différence entre un Vietnamien, un Chinois, un Thaïlandais, etc. Et que pour eux, toute personne qui avait les yeux briqués était forcément chinois, donc, et forcément porteur du virus. Donc ça a pris la forme d'insultes, voire d'agressions physiques. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que cette xénophobie, elle est reconnue et plus médiatisée, en fait. Et je remarque que les Asiatiques donc, ont été victimes, mais ça, on va l'évoquer après, hein, pas seulement en France, mais dans plein d'autres pays, au Canada, en Australie, aux États-Unis. Voilà. Et je voudrais aussi dire par rapport à cette mécanique raciste qu'elle a existé au sein du pays chinois, puisque les détenteurs d'un passeport wuhanais ont été très rapidement singularisés et rejetés par le reste de la population, donc que ce soit pour le travail, pour les hôtels, voilà, il y a eu énormément d'articles et de témoignages de personnes wuhanaises qui ont été mis au banc de la société chinoise parce qu'ils n'avaient pas le bon passeport, donc voilà, parce que les Chinois ont des passeports à l'intérieur pour circuler dans leur pays, contrairement à nous qui avons des passeports pour sortir de nos frontières. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui comment dire, le fait de vouloir chercher à tout prix une faute à jeter sur quelqu'un, c'est pas, enfin, c'est hélas très humain. Et on l'a aussi vu à Guangzhou pour des personnes noires qui ont été victimes de racisme. Parce qu'il y avait eu des suspicions de circulation du Covid au sein de certaines communautés et qu'il y a eu un McDo qui a affiché pas de personnes noires, des organisations qui ont refusé des personnes noires sur ces bases. Sur ces bases-là, et donc ce racisme-là aussi est condamnable de la même manière que le racisme envers des personnes asiatiques est condamnable ici. Tout à fait, tout à fait. Mm-hmm. Je voulais juste compléter pour ne pas redire ce qui a été dit par Grace et Lin Lan. Je voulais dire effectivement, en fait, les questions de discrimination liées à une maladie, donc en temps d'épidémie, n'est pas du tout nouvelle. En fait, c'est une question très très ancienne et bien évidemment, ces discriminations ne prennent pas toujours la forme du racisme, puisque, comme Grace l'a pointé très justement, les personnes originaires de Wuhan ont été discriminées très fortement par les autres Chinois non wuhanais. Donc ça, c'est nettement une discrimination basée sur l'origine régionale. Donc c'est pas du racisme. Et après, bien évidemment, quand on prend aussi le cas des personnes africaines vivant en Chine, là on voit clairement c'est du racisme et c'est
discrimination ethno-raciale liée à la maladie exacerbée au temps de la crise sanitaire, mais qui se manifeste aussi dans un autre contexte national très différent de celui de la France. Donc, mais en revanche, il est très important, à mon avis, et aussi très riche, de pouvoir mettre en perspective ces différentes situations de discrimination et du racisme au temps de crise pour essayer justement de peaufiner notre analyse. Et aussi, pour revenir aussi dans le contexte français, il m'a semblé que aussi, nous avons au sein de notre équipe, nous avons observé une nouveauté en fait en termes d'action de lutte contre le racisme anti-asiatique en France pendant ce temps de crise. C'est que avant, c'est souvent des personnes françaises, hein, donc des descendants de migrants asiatiques qui sont des Français et Françaises d'origine asiatique, qui sont les plus militants et militantes dans la lutte contre le racisme, alors que cette fois-ci, ce que nous avons pu observer, c'est qu'il y a également des Chinois, des migrants primo-arrivants qualifiés chinois qui se sont engagés aussi dans la lutte contre le racisme anti-asiatique, anti-chinois plus précisément, en ce temps de crise. Et donc, si on aura l'occasion, peut-être on pourra y revenir, c'est-à-dire là, j'ai déjà pris cet exemple d'un documentaire qui a été fait par une équipe d'étudiants chinois qui vivent en France, qui ont observé en fait une banalisation justement de discrimination et du racisme depuis janvier 2020. Et donc, ils et elles ont décidé de faire un documentaire pour essayer de partager leur vécu et leur ressenti au quotidien, pour également véhiculer leur propre voix dans la lutte contre le racisme. Et donc, c'est un tout petit documentaire qui fait 16 minutes et qui a été diffusé début mars et qui a été vu par plus de 22 millions d'internautes dans le monde. Et donc, ça, c'est la première fois qu'en fait, déjà, en tant que chercheur, à côté de mes collègues qui travaillent sur l'immigration chinoise en France, on voit qu'il y a une prise de parole collective qui ont été faites de la part des primo-arrivants qualifiés en provenance de la Chine. Tout à fait, tout à fait. Donc, on a observé effectivement une très grande mobilisation, hein, en fait, de personnes d'un peu de tous bords. Donc, les Français d'origine asiatique, des Chinois, donc de Chine, primo-arrivants, également des personnes qui n'ont a priori, du moins de par leurs origines, rien à voir avec l'Asie. Donc, voilà, c'est un phénomène global. Et alors, on voudrait passer sur un autre aspect, justement, c'est que au sein de la JCF et même en général, hein, on a entendu beaucoup de personnes exprimer leur inquiétude, notamment après avoir vu des vidéos, en fait, pareil, sur les réseaux sociaux, qui montraient que des violences physiques, donc à l'égard de personnes d'origine asiatique, s'étaient produites, pardon, notamment dans des pays occidentaux, des pays anglo-saxons, donc les États-Unis, le Canada, ou l'Australie encore. Et concrètement, d'après vous, est-ce qu'on doit s'inquiéter que la même chose se produise en France? Disons que je pense que c'est déjà arrivé. Moi, j'ai reçu le témoignage récent d'une femme de 60 ans, amie d'amis, qui a été tabassée par un groupe de jeunes qui sont passés devant elle et puis ils ont fait marche arrière, ils sont sortis et ils l'ont tabassée en lui disant sale chinoise, c'est à cause de toi qu'il y a le coronavirus. Donc en fait, c'est même plus une inquiétude qui est limitée à l'Australie avec cet homme asiatique qui est mort parce que personne ne voulait lui faire un massage cardiaque, ou une femme qui a été attaquée à l'acide à New York. C'est en train, malheureusement, de devenir une réalité en France. Et je pense qu'il faut vraiment s'inquiéter. Et il faut rappeler que toute forme de discrimination verbale, insulte, moquerie, glisse presque automatiquement vers des agressions physiques. Donc, je pense que la France n'est pas à l'abri. Bon, certes, on n'a pas un président populiste comme Trump, mais la France n'est pas à l'abri de cette dérive. Et je pense qu'il y a beaucoup d'Asiatiques qui, comme moi, ont senti qu'il y avait quelque chose d'inédit dans la banalisation et le nombre de passages à l'acte contre les Asiatiques. Ouais. Moi aussi, j'ai recueilli des témoignages, notamment une jeune femme qui est mineure et qui a subi des violences physiques
et qui n'a pas voulu voilà, porter plainte, mais qui a bien fait le lien entre le fait d'être asiatique et le fait d'être en danger dans l'espace public. Et donc, c'est vrai qu'en France, on n'a pas du tout parlé de ces dangers, ces risques-là dans l'espace public. Contrairement à d'autres territoires, notamment je pense au maire de New York qui a un cluster aujourd'hui du Covid-19 et qui a appelé il y a plusieurs semaines les personnes asiatiques qui seraient victimes de violences, quelles qu'elles soient, d'aller à la police et qu'il y avait, voilà, qu'elles seraient reçues par les services publics pour prendre ces dépositions-là. Donc je pense qu'il y a certainement en France une question de déni de danger que peuvent vivre les personnes asiatiques dans l'espace public. Et je pense que ces violences-là, elles sont beaucoup plus fréquentes que. Alors, moi, je vois à travers des réseaux sociaux, à travers des témoignages, mais ce n'est pas systématique. Il y a plein de gens qui vivent ça et qui ça dépasse pas leur cercle privé ou bien voilà, donc dont on ne sait pas et qui ne sont pas recensés parce que ces personnes-là n'ont pas la volonté ou n'ont pas accès aux services. Mais je pense que, comme tu disais, Lilane, c'est beaucoup plus répandu qu'on ne peut voir que le haut de l'iceberg sur nos radars. Et justement, Simeng, j'ai l'impression qu'on manque de données sociologiques sur le nombre de plaintes, sur le nombre d'agressions verbales, sur le nombre d'agressions physiques. On n'a pas ces chiffres-là qui nous permettent d'étayer nos propos face à un gouvernement pour qu'il prenne des mesures nécessaires. J'ai l'impression que ça manque, quoi. Oui, tout à fait. C'est pour cela qu'en fait, notre projet qui est financé principalement par l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, en France, vise à étudier justement les façons dont les populations d'origine chinoise et asiatique font face au Covid. Donc, dont on distingue plusieurs volets de recherche, dont un volet qui porte plus spécifiquement sur leur expérience de discrimination et du racisme. Et donc, dans ce cadre-là, nous essayons de collecter aussi les témoignages déjà, de monter des dispositifs d'enquête à notre façon. Et c'est à ce titre-là qu'il nous a semblé que c'est très, très important de coopérer avec les associations comme la GCF, de pouvoir aussi recueillir des informations auprès de vous, auprès de Grâce, puisque tu fais aussi ce travail de recueil des témoignages, etc., de pouvoir aussi mettre en commun justement nos matériaux empiriques en quelque sorte pour pouvoir aussi mieux représenter la situation et pouvoir aussi faire remonter ce type de recommandations auprès des politiques publiques. Et juste pour compléter, il m'a semblé aussi que, en tout cas, à partir de dans notre entourage, on a déjà vu aussi des violences physiques qui ont déjà été témoignées. Et puis, encore plus important, il nous a semblé aussi que souvent on a pensé que le racisme et les discriminations sont plus répandus dans les milieux populaires. Donc plus on a éduqué, moins on sera épargné de ce racisme ou des discriminations. Mais notre enquête a bien montré en fait le contraire, dans le sens où en fait là je pense à une enquêtée qui est médecin, donc médecin d'origine chinoise, qui exerce en France, et elle m'a parlé d'une expérience de consultation qui a été très très traumatisante pour elle, parce qu'elle a subi des violences verbales de la part de ses patients, tout simplement parce qu'elle est d'origine chinoise, et voilà, et pendant le temps de Covid, ses patients se méfiaient d'elle et de ses pratiques professionnelles. Donc c'est juste un élément pour vous donner, pour compléter un peu le débat. Et, moi, je voudrais vraiment préciser suite à ce que tu dis, Simeng, que le racisme, c'est pas une question de classe sociale. La classe et la race, c'est deux choses très différentes. Oui. Et donc, vous pouvez être riche, pauvre, éduqué ou analphabète et être raciste ou pas. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun lien. Très souvent, comme tu dis, on dit que le racisme est lié au fait que les gens ne sont pas instruits, que dans les quartiers populaires, il y aurait plus de racisme. On a vu, il y a quelques jours de ça, une députée qui est à l'Assemblée nationale tenir des propos racistes à propos d'un collaborateur de son équipe. Elle aurait dit
que malgré ses origines asiatiques, il n'était pas bon en informatique. Alors, on ne connaît pas le dossier. On ne sait pas s'il a été discriminé par rapport à ça. Est-ce qu'il a perdu un emploi? Mais bon, en tout cas, ce préjugé qui n'est ni négatif, enfin il est plutôt négatif dans ce cadre-là, même si on a tendance à penser que c'est un stéréotype positif de dire que les personnes asiatiques sont les meilleures en informatique. Là, clairement, ça n'a pas bénéficié à cette personne-là, et que même dans des plus hautes instances de l'État, telles que l'Assemblée nationale, de nos représentants populaires, hein, il y a des personnes qui ont des idées reçues qui ne sont pas déconstruites. Donc, ce n'est pas une question ni de couleur de peau, ni d'éducation, ni voilà, de prestige de leur travail. Et donc, il y a autant de racisme dans la société française à tous les niveaux. C'est juste la manifestation et comment nous en sommes protégés par rapport à notre situation personnelle. Mais voilà, en fait, donc ça, c'est bien évidemment ce qui c'est aussi une forme de travail que nous devons faire sur le racisme, de le dissocier de toute moralité ou de toute... voilà, est-ce que c'est méchant, c'est pas méchant, c'est pas une question d'être méchant ou gentil, c'est une question des idées qui mettent des gens dans des cases et qui les enferment. Et donc à ce moment-là, voilà, c'est juste leur enlever toute humanité que de les considérer comme des personnes figées. Merci beaucoup Grace pour ces précisions. Alors, je retiens aussi de vos 3 témoignages que donc on a d'une part pour cette question du racisme la dimension, on va dire, qui concerne chaque personne, en fait, qui consiste donc à exprimer ce qu'on a vécu, à en témoigner, et d'autre part donc l'aspect communication à travers les médias, donc de faire connaître que les médias fassent connaître ces faits-là, et que des personnes, des chercheurs comme Simeng donc travaillent sur ces questions. Alors donc maintenant on a une question pour toi, Grace, pour finir sur ce thème du racisme. Donc tu nous as parlé tout à l'heure des idées reçues donc qui servent de base au racisme, telles que la propreté, l'hygiène douteuse des personnes d'origine asiatique, et au-delà même jusqu'au point de questionner leur humanité, en fait, quelque part, par rapport aux préjugés alimentaires, etc. Mais maintenant, peut-être qu'on voudrait savoir comment est-ce que, concrètement, donc, on peut réagir quand on est confronté à des propos ou à des actes discriminatoires, racistes ou haineux, d'après toi. Moi, la première chose que je dois dire par rapport à la lutte contre le racisme, c'est que le racisme est un problème collectif. C'est-à-dire que la réponse à ce problème, elle doit être collective. Hein. Le racisme individuel, il existe. C'est-à-dire que si je vais dans le métro et qu'on m'insulte ou on est violent à mon égard, je peux réagir, je peux me défendre, je peux faire de la self-défense. Ça, c'est possible, mais ce n'est pas ça qui va mettre fin au racisme. C'est-à-dire que si à ce moment-là, eh bien, je baisse les yeux parce que je ne suis pas en forme, parce que je n'ai pas envie de me battre, parce que je ne suis pas en état de me battre et que je ne suis pas armée pour le faire, ce n'est pas une obligation. Je subis déjà le racisme et je ne vais pas me mettre en danger encore plus en répondant, en essayant Je pense que la clé de la lutte contre le racisme, c'est l'organisation et la réponse collective aux stéréotypes, et bien évidemment trouver des parades à ce que les personnes n'en viennent pas aux mains. Mais je pense qu'il y a un travail sur les représentations, sur les mentalités qui est primordial dans le racisme. C'est-à-dire, et comme disait tout à l'heure Lin Lan, au début, ça peut être verbal, ça peut être une blague, ça peut être quelque chose. En fait, le racisme, c'est comme un iceberg. C'est-à-dire qu'à la base, il y a tout un tas d'idées préconçues sur les personnes, justement, qui enlèvent toute humanité, qui les rendent victimes de choses, qui les rendent objets de pensée. Et ces personnes-là ne peuvent pas en sortir. Et ça monte et ça prend des formes parfois très violentes, comme des gestes physiques, et parfois même allant jusqu'à entraîner la mort. Et on l'a vu déjà en France, sur le territoire français, avec des personnes qui en sont décédées, comme le couturier Zhang Qianlun à Aubervilliers en 2016. Donc, ce n'est pas des cas isolés, il y en a d'autres, mais qu'on a moins médiatisés, il y en a d'autres. Et donc voilà, le racisme, c'est quelque chose qu'on peut combattre au quotidien en dénonçant les personnes, en dénonçant les choses, mais il faut aussi s'organiser pour pouvoir y mettre une raclée, vraiment quelque chose de plus large et de plus organisé que juste nos réponses individuelles les uns à côté des autres. Ce n'est pas la meilleure solution que de se battre chacun de son côté. Et donc, voilà, il faut
il faut continuer à s'organiser et à recueillir, comme vous dites, les témoignages, de trouver des manières de sensibiliser le grand public, hein, parce que c'est pas les personnes asiatiques, hein, qu'il faut former, hein, là-dessus. C'est le reste du monde. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine et qui ne vient que de commencer. Tout à fait, tout à fait. On y travaille donc à cette réponse collective. Et cette réponse collective, elle consiste également en fait à trouver des moyens pour dénoncer les fausses informations. Les fausses informations qui, de nos jours, vraiment polluent les Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc, on va passer maintenant au thème des fake news, hein, dont à peu près tout le monde, je pense, ici a entendu parler. Et du coup, on va avoir des questions pour toi, Limlan, dont c'est la spécialité en tant que journaliste. Donc, on voudrait savoir si, selon toi, déjà, parallèlement à cette épidémie, s'est révélé un autre type d'épidémie, donc l'épidémie des fake news sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que tu peux nous apporter ton témoignage sur ce que tu as observé? Bien sûr. Moi, je travaille pour une émission qui s'appelle Vrai ou Fake, qui est diffusée sur France Info, canal 27 de la TNT. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup travaillé et je continue de travailler sur les fake news spécifiquement liées au Covid-19. Et ce qu'on a remarqué avec notre équipe, c'est qu'il y a vraiment ce que l'OMS appelle une infodémie, donc une épidémie de fausses informations. Et donc, je distingue plusieurs types de fausses informations. Vous avez les fausses informations un peu basiques, du genre les faux conseils, les faux remèdes contre le Covid-19, genre ça va vous guérir, ce remède de grand-mère va vous guérir, il faut couper un oignon et le mettre sur sa table de nuit et puis après on va guérir du Covid, ou ça va nous booster notre système immunitaire ou je sais pas quoi. Il y a aussi des messages WhatsApp de faux médecins, enfin des gens qui se font passer pour des médecins, qui sont un peu mythos et qui disent on est en train de trier les patients, on est en train de laisser mourir les vieux, etc. Donc, qui véhiculent la peur. Et puis, on a aussi la fake news raciste. Et ça va nous intéresser. Mais la fake news raciste du genre, si je reçois un colis Alibaba de Chine, je peux être contaminé. Si je vais manger dans un restaurant chinois, je vais être contaminé. Il y a des gens qui appellent le SAMU et qui à l'époque, au début de l'épidémie, ont appelé le SAMU pour savoir s'ils risquaient de… Voilà, ils avaient mangé des nouilles chinoises et ils avaient peur d'être contaminés. Donc ça, c'est des fake news qui peuvent être, entre guillemets, drôles au début, mais qui ont vraiment un impact dramatique dans la vraie vie. C'est-à-dire que le 13e est déserté. Au Canada, par exemple, il y a une femme dont on a dit sur les réseaux sociaux, elle est restauratrice au Canada, dont on a dit qu'elle employait quelqu'un qui était atteint du Covid-19. Résultat, boum, moins 80% de chiffre d'affaires. Donc ce sont des fake news qui ont un vrai impact dans la vie. Je me souviens aussi de l'histoire de cette jeune influenceuse qui, dans une vidéo, mange une tête de chauve-souris. Bon, ça peut paraître dégueu, mais il y a des gens qui ont mis en commentaire, voilà, c'est à cause de cette femme que le virus s'est propagé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on part d'une information qui est partiellement vraie, que le virus du SARS-CoV-2 pourrait venir d'une chauve-souris. Et les gens se montent des histoires, montent ça en épingle, et puis commencent à accuser c'est ces gens qui mangent des chauves-souris, c'est cette personne dans la vidéo, alors que la vidéo, elle a été tournée en 2016, même pas en Chine, donc rien à voir. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les fake news complotistes. Par exemple, que le Covid-19 aurait été créé dans un laboratoire à Wuhan, ou qu'au contraire, ce sont les Américains qui ont créé le Covid-19 pour déstabiliser l'économie chinoise. Et donc, les théories complotistes, c'est quoi? C'est affirmer qu'un événement politique a été causé par un groupe, une instance qui avait intérêt à ce qui se passe. Du genre, le 11 septembre est une machination du gouvernement américain où la Terre est plate. Et donc, ce qui se passe avec le Covid-19, c'est que c'est un peu l'occasion idéale parce que c'est un phénomène mondial, c'est une maladie dont on sait très peu de choses, donc on peut vraiment dire n'importe quoi là-dessus. Il y a les grandes institutions qui sont impliquées, il y a les gouvernements qui sont impliqués. Donc voilà, les gens complotistes, je ne suis pas à leur place, mais j'ai une petite idée de ce qui se passe dans leur tête, c'est qu'il est beaucoup plus facile de se raccrocher à une explication simpliste, du genre, voilà, la Chine a créé un virus pour tuer le monde entier. Voilà, c'est plus simple que de se dire, c'est peut-être beaucoup plus complexe que ça, et surtout, c'est pas vrai. Donc, on pourrait se demander pourquoi est-ce que ces fausses informations elles circulent. Parce que déjà, sur les réseaux sociaux, il y a tout qui va très, 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 très vite. Les gens, ils partagent sans vérifier, sans hiérarchiser. Ça, je pense que c'est sûrement lié au manque d'éducation.
Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent des conneries, qui pouvaient dire des conneries dans leur coin quand les réseaux sociaux n'existaient pas et il ne se passait rien. Et là, eh ben, c'est comme un virus, ça se répand. Deuxième chose, c'est qu'il y a des sites qui sont spécialisés dans les fake news. Ils ont de l'argent à se faire parce que quand tu fais des vidéos qui sont très vues sur YouTube ou sur Facebook, ça te rapporte de l'argent. Et les vidéos qui font le plus de vues ou sur lesquelles tu restes plus longtemps, c'est des vidéos sensationnalistes ou des vidéos qui propagent de fausses informations et la haine. Et justement, la fake news, c'est aussi un outil pour propager la haine. Par exemple, je prends des vidéos d'extrême droite. Les vidéos d'extrême droite, elles vont montrer, je sais pas, des migrants qui vont se battre. Ils vont dire, regardez, ce sont des racailles, ils font n'importe quoi, ce sont des sauvages. Pareil pour la vidéo de la femme qui mange de la chauve-souris. C'est une vidéo pour propager de la haine. Encore une autre vidéo qui a été détournée, c'est une vidéo de Chinois et d'Africains qui se battent. Et il y a l'internaute, il met, regardez, ce sont les Chinois qui tabassent les Africains en Chine. Alors que la vidéo a été tournée à New York. Donc, quel est le but de ces gens ? Le but de ces gens, c'est de propager la haine. Et ça, c'est vraiment très, très dangereux. Ça a des conséquences dans la vraie vie. Donc, sûrement, vous vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les fake news. Donc, moi, je vais vous proposer, alors peut-être pas une réponse collective comme l'a fait Grace pour le racisme, mais plutôt je vais vous proposer 7 conseils pour vous en prémunir. Donc, premièrement, voilà, des sortes de gestes barrières mentaux contre les fake news. Donc, premièrement, se méfier du bouche à oreille numérique. Donc, tout ce que vous recevez par email ou par message WhatsApp, déjà, vous pouvez vous en méfier. WhatsApp, c'est pas parce que c'est les réseaux sociaux que c'est la vérité. 2, il faut se méfier des arguments d'autorité. Donc, quand on cite un expert de Taïwan, un oncle qui est le beau-frère de quelqu'un qui travaillait dans le laboratoire de Wuhan ou à l'Institut Pasteur, donc ça c'est bizarre, c'est louche, on ne s'y fie pas. 3, on peut, sous une publication Facebook, par exemple, lire les commentaires. Si on voit qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais attendez, c'est louche votre truc », faut pas partager. Et surtout, 4, ne pas partager parce que les posts vous le demandent. Par exemple, partager massivement, ça va sauver des vies. Non, ça sent mauvais. 5, maîtriser ses émotions. Et ça, c'est important parce que moi-même, par exemple, moi, j'adore les vidéos de chatons ou les vidéos de, je sais pas, des chatons qui se font maltraiter. Voilà. Et j'ai envie de les partager tout de suite. Et voilà, dès qu'une vidéo, elle suscite vos émotions positives ou négatives, genre, par exemple, est-ce que ça vous met en colère ? Voilà, des Chinois qui tabassent des Africains, waouh, ça me met en colère, je déteste les Chinois, donc je vais partager. Donc ça, il faut faire très attention parce que les fake news jouent avec des émotions, c'est ce qu'ils veulent. 6, il faut jouer un petit peu aux journalistes, vérifier les sources. Par exemple, si tu es incapable de dire d'où vient ce graphique que tu partages, d'où viennent ces conseils, quel est le nom de l'institut qui l'a partagé, tu ne partages pas. Et 7, demander conseil à un spécialiste. Voilà, avant de mettre un oignon sur sa table de nuit, on demande à son médecin si potentiellement ça sert à quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, Lin-Lan. C'était très, très complet. Donc, on fera une petite fiche rappel avec les 7 points, les 7 gestes barrières mentaux à retenir. Oui, donc, pour résumer, évidemment, il faut prendre les informations qu'on reçoit avec des pincettes. Il faut vraiment se montrer précautionneux, car comme tu dis si bien, donc non seulement ce sont des fausses informations, mais elles sont très dangereuses parce qu'elles entretiennent en fait une ignorance chez nous sur des sujets que nous ne maîtrisons pas et que même parfois les spécialistes eux-mêmes ont du mal à analyser, et surtout ça propage la haine et ça peut aboutir à des faits très très graves. Très bien. Alors, Laetitia, pour Lin-Lan, par rapport justement aux fake news, parce que je reçois des personnes m'envoient des liens de choses par rapport à ce qui se passe, et évidemment j'ai ce réflexe, comme tu l'as bien dit, de me dire alors moi je me dis, est-ce que c'est l'occasion ou pas de déconstruire quelque chose par rapport au racisme? C'est ça en fait ma première réaction, c'est-à-dire on m'envoie une vidéo qui dit que les Chinois mangent n'importe quoi, par exemple. Donc, je me dis, ah tiens, ce serait l'occasion de répéter que les habitudes culinaires des peuples sont c'est des choses qui sont construites par rapport au territoire où ils vivent, par rapport au climat, etc. Et donc, on n'a pas à juger depuis notre petit siège derrière l'écran de notre ordinateur quelles sont ces mœurs-là. Mais par contre, je me demande toujours, est-ce que je vais faire du buzz à la personne qui a fait cette fake news,
dans le but de le dénoncer, tu vois. Et je me pose toujours cette question-là, et je sais que je suis pas la seule parce que j'ai d'autres personnes qui se posent la même question en se disant, non, lui c'est personne, il dit une bêtise. Si je le tweet, il va se retrouver avec plus de vues peut-être que si je le laissais crever dans son coin. Donc, quel est ton conseil par rapport à ça? En fait, quand tu es journaliste, tu te poses la même question. Quand tu dénonces un complotiste, est-ce que tu lui fais de la pub ou pas? Donc, en fait, là, quand un message est super, super partagé, quand il a fait des millions de vues, j'estime que le mal est déjà fait. Et que du coup, mon job, ça va être de contrer ça. Par contre, si c'est quelqu'un qui n'a pas été trop partagé, je pense qu'il faut éviter. Parce qu'il y a un exemple de hashtag antisémite qui était partagé par quelques personnes. Et une nana qui l'a dénoncé, et ben, en fait, elle a donné beaucoup, beaucoup de visibilité à ce hashtag antisémite. Donc, ça peut parfois effectivement être contre-productif. Donc voilà, si tu tombes sur une fake news à la con, voilà, la fake news sur la nana qui bouffe la chauve-souris, je pense que ça vaut le coup de partager pour s'indigner parce qu'elle a circulé des millions de fois. Et c'est à toi de dire, bah non, bah c'est faux. Enfin, ce n'est pas cette femme qui a propagé le coronavirus, etc. Mais si c'est quelqu'un qui a 2 abonnés et qui a fait 3 partages, laisse tomber, quoi. Tu peux pas t'indigner sur tout. Merci. Très bien. Alors, on va passer à notre dernier sujet qu'on a nommé China bashing, en fait. Car donc, si aujourd'hui tout ceci, toute cette vague de propos haineux se propage, c'est notamment parce qu'on a observé, donc enfin, on a recueilli ces témoignages dans l'association et ailleurs également, que justement beaucoup de personnes observaient qu'il y avait une sorte de discours à charge de la part des médias occidentaux contre la Chine. Donc, on voudrait savoir un peu comment est-ce que vous voyez cela. Donc, Simone, peut-être, tu veux commencer sur cette Alors, question? je pense que tout à l'heure, Linlan a déjà commencé à parler parce qu'il m'a semblé que, pour moi, personnellement, je trouve que c'est un discours très dangereux parce que c'est un discours qui incite à la haine, quels que soient ses contenus, etc. Et donc, inciter à la haine, cela donne l'opportunité au populisme et au nationalisme. Donc, à ce titre-là, je pense qu'il faudra vraiment être très méfiant de ce type de discours médiatique. Et donc, et aussi en parallèle, il m'a semblé que face à cette crise sanitaire mondiale qu'on est en train de traverser tous ensemble, le plus primordial serait de faire émerger les nouvelles formes de solidarité sur tous les fronts. Et donc, il m'a semblé que c'est important d'aller au-delà des enjeux géopolitiques. Bien évidemment, on ne pourrait pas s'en échapper, mais bien évidemment, il est important aussi d'aller vers une cohésion sociale, tout en évitant les exclusions anti-chinois ou même plus largement anti-migrants, les replis au nationalisme et à l'individualisme. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il faut être très prudent dans notre analyse de ce type de discours, mais bien évidemment, après, on peut pour tout gouvernement et pour toute modalité de gouvernance de la crise, je pense qu'il y a toujours des points forts et des points faibles. Je pense que ça, on peut vraiment analyser de manière très neutre et en cartant une forme d'objectivité. Mais avant tout, je pense que j'attire déjà l'attention sur le côté incité à la haine qui réside dans ce type de propos China bashing. Merci beaucoup, Simone. Linlan, toi, en tant que journaliste, est-ce que tu as Je crois que j'ai un peu le là-dessus? cul entre 2 chaises, parce que je suis quand même journaliste pour un média occidental. J'aime Oui. pas trop qu'on tape sur l'Asie. Donc, enfin, je pense que j'aimerais bien juste temporiser un petit peu certaines choses parce que la Chine, en fait, en Occident, elle inspire la méfiance et ça, on va pas se mentir là-dessus parce que voilà, la façon dont on voit la Chine, c'est qu'on voit la Chine comme un régime autoritaire qui laisse filtrer peu d'informations. Donc, on se méfie de chaque donnée, chaque information qui peut venir de la Chine. Il y a le fait qu'il y a eu des doutes sur le chiffre des morts, il y a eu des lanceurs d'alerte qui ont été tués. Donc, il y a beaucoup de méfiance par rapport à la Chine. Donc, je pense que ça peut, entre guillemets, influencer le traitement ou la vision des Occidentaux par rapport à la Chine. Et puis, il y a eu,
Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a eu du China bashing à proprement parler dans les médias. Je pense que ça mérite vraiment une enquête. On regarde les termes qui ont été employés, de comment est-ce qu'on a parlé de la Chine dans les médias. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que on peut pas cacher certaines choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cacher que le virus a pour origine la Chine. On ne peut pas cacher le fait que le virus vient de Wuhan. Par contre, ce qu'on peut éviter de faire, c'est le souligner outre mesure. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que si tu emploies tout le temps le terme virus chinois, effectivement, alors que le virus, il peut toucher n'importe qui, ça, c'est une façon assez biaisée de s'exprimer. Donc, il faudrait tendre vers quelque chose de plus neutre et d'une représentation plus neutre. Et en France, j'ai pas remarqué de choses particulières à part cette une du Courrier Picard qui m'a vraiment choquée. Donc, titré Alerte jaune et titré péril jaune dans l'éditorial. Pour moi, ça, c'est absolument pas possible. Et on n'imagine pas qu'ils auraient fait la même chose pour Ebola en titrant Alerte noire, par exemple. Donc, je pense qu'il y a une certaine facilité à dénigrer tout ce qui est asiatique. Et donc, il faut faire très, 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 très attention à cela, à ne pas insister sur ce côté mystérieux de la Chine, en fait. Et ne pas insister sur des informations comme la chauve-souris ou le pangolin. Je pense que si c'est rentré très vite dans les blagues et dans les commentaires racistes, c'est parce qu'on en a peut-être trop parlé, donc on a une responsabilité là-dessus. Ça, c'est vrai. Donc, par exemple, moi, j'ai proposé un sujet pour expliquer que la déforestation était aussi à l'origine de la propagation des virus. Parce que c'est tellement facile de se dire, oui, c'est parce que des Chinois sauvages ont mangé des bêtes sauvages que maintenant on est tous infectés. Ben, j'essaie de temporiser en présentant cette information sur la déforestation. Mais c'est vrai que, bien sûr, on a tous une responsabilité en tant que médias. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'il vient de dire. Je suis hyper d'accord avec les deux. Hein. Moi, je suis très sensible à ce qui se dit dans les médias. Et souvent, la haine porte des habits de vérité. C'est-à-dire qu'on fait style, on est journaliste, on est objectif, alors que moi, je ne crois pas en l'objectivité des personnes qui s'expriment. Nous sommes tous tributaires de notre parcours et de notre vision personnelle. Et après, je ne nie pas le fait que les médias, des médias ont pour travail d'aller chercher une certaine vérité, une certaine de délivrer l'information, c'est ça. Ensuite, il y a le package. Il y a et on l'a vu non seulement à travers les titres, mais aussi à travers l'iconographie qui a été choisie. Il y a des articles qui ont choisi des illustrations qui n'avaient rien à voir avec le sujet, mais ils ont pris des personnes asiatiques masquées pour illustrer tous les articles sur le coronavirus, par exemple. Et ça, c'est un problème, puisque, comme on le disait, les personnes, ce n'est pas un virus qui est chinois, il peut toucher tout le monde, et on ne peut pas illustrer exclusivement les articles avec des personnes masquées à Chinatown, par exemple. Et ça... alors, j'ai fait un podcast là-dessus avec ma collègue journaliste Rokhaya Diallo dans Kif Taras, donc c'est plus développé. Bon, mais je vais juste reprendre quelques titres qu'on a relevés, parce que le New York Times a été épinglé pour ça, et le New York Times s'est excusé là-dessus en disant, voilà, c'est vrai qu'on a pris des trucs à la va-vite et on ne s'est pas rendu compte. Donc, eux, ils ont... pas vraiment des excuses, c'est-à-dire qu'ils ont dit bon, mais on a fait 150 articles là-dessus, c'est bon, on a un peu dérapé. Sauf que l'effet que ça a fait sur les populations, c'est pas le même que quand tu es journaliste derrière un écran. En fait, il faut se rendre compte que l'impact sur les personnes qui subissent déjà du racisme, il est énorme. Et donc il y a l'iconographie, il y a aussi le sous-texte. Moi, je suis sensible au fait que des personnes voulant véhiculer l'information, en fait, véhiculent des pensées arriérées sur la Chine. Et ça, je le vois notamment par rapport à un article qu'on m'a envoyé dans le Figaro, qui s'appelait Le grand mensonge chinois. Et déjà, donc le Figaro, c'est pas n'importe qui. On va pas dire que c'est un média obscur que personne ne lit. C'est quand même quelque chose de très établi. Et donc, quand on dit le grand mensonge chinois et qu'on associe avec le mot chinois le mot mensonge, il y a un vrai souci là-dessus. Et donc, ça, c'est le titre. Mais après, on peut avoir une discussion sur les titres putaclic. Comme on dit, c'est des titres qui sont censés ramener une audience. Ok, je me dis oui, c'est le titre, tu vois, j'étais obligée, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est mon éditeur. Enfin bref, ils ont toujours des excuses.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'en lisant à la lecture de l'article, j'ai noté réellement qu'il y avait une volonté de ne pas être objectif. En fait, c'est de dire, il y avait certains impensés, et notamment, il était impensable pour ce journaliste que la Chine soit technologiquement, médicalement plus armée que l'Europe. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument, je veux dire, en 2020, la Chine, c'est un grand pays avec énormément de ressources. Donc, on ne peut plus penser que c'est un territoire type 19e siècle où il faut envoyer de l'opium dedans pour soumettre les gens. On est vraiment plus... Et en fait, on est encore dans cette imagerie, il parle d'autochtones, il parle voilà, Enfin, non, mais c'est terrible. Et ça veut dire qu'en fait, on parle là de quelque chose de médical, et je pense que ça fait partie de ce qui est très décrié auprès de, par exemple, le professeur Didier Raoult, qui a fait énormément d'apparition publique, et il a dit qu'il regardait beaucoup ce que faisaient les Chinois, parce que les Chinois étaient très avancés sur la question du Covid-19. Évidemment, c'est les premiers à avoir traité la question, donc forcément, ils ont une longueur d'avance sur beaucoup de gens. Et il y avait dans cet article du Figaro, et dans même d'autres choses que j'avais lues, plein de gens qui disaient « Ah, vraiment, les Chinois, ils ont tout intérêt à être transparents pour partager leurs chiffres et partager leurs recherches. » En fait, non. En fait, c'est nous qui avons tout intérêt à travailler avec eux, parce qu'ils sont beaucoup plus en avance sur cette question-là. En fait, le choix des mots est très important, de dire la Chine a tout intérêt à. Non, la Chine n'a pas intérêt à. La Chine, c'est nous qui avons intérêt à travailler avec la Chine, en fait, et d'ailleurs dans tous les domaines, hein, économiquement parlant. Donc en fait, ce China bashing, il est peut-être des fois insidieux, et des fois il faut lire entre les lignes. Mais moi, je le trouve vraiment très, très présent. Et c'est, tu vois, c'est voilà, ce truc de ce grand mensonge chinois. Et quand on dit le gouvernement chinois comme si c'était toute la Chine, c'est-à-dire que personne, je veux dire, c'est pas parce que Macron a dit quelque chose que je suis une macroniste. Et je pense qu'il y a très peu de gens aux États-Unis, sur la côte Est et la côte Ouest, qui peuvent se dire supporters de Trump, parce qu'il est leur président. Donc je pense qu'il ne faut pas associer la population qui est la première victime des décisions du gouvernement autoritaire chinois avec leurs décisions qui ont des conséquences sur les gens. Et ça, c'est quelque chose qui, je retrouve très, très, très souvent, et même dans des périodes, des médias très, très prestigieux. Et ça continue à véhiculer ces images sur la Chine, dont on a parlé depuis le début, sur le racisme, en des termes beaucoup plus raffinés, et avec des habits de prestige, mais on en est toujours au même point. Merci beaucoup pour ces compléments, Grâce. Et tu fais bien de préciser justement, de mettre l'accent sur ces titres très sensationnalistes et qui sont vraiment très, très, dont la portée est très grave en réalité, parce que beaucoup de gens, justement, on sait, ne s'arrêtent qu'au titre. Donc, parfois, les articles en eux-mêmes sont plus nuancés, mais le titre, fait peur, et les gens vont vraiment, et ça va laisser une impression très forte en fait sur l'esprit des gens. Et donc, toujours la même chose, ce que vous dites, éviter les discours simplistes, en fait, éviter les raccourcis. Et justement, un autre type de raccourci qui travaille justement avec tout cet imaginaire à propos des préjugés sur les personnes, pour le coup d'origine chinoise plus particulièrement, c'est ce qu'on a pu observer dans certains médias qui parlaient donc d'un côté, de la part du gouvernement chinois, la diplomatie du masque, de l'autre côté, les associations de représentants chinois qui se mobilisaient pour faire venir des masques en France, et certains articles sous-entendaient qu'il y avait peut-être du communautarisme, des trafics dans l'air, etc. Donc, on voudrait te demander à toi, Simone, comment est-ce que tu vois ça? Parce que d'un côté, tu as été témoin des actions solidaires de la part de la communauté chinoise, et de l'autre côté, tu as bien entendu observé le traitement médiatique de ces actions. Oui. Alors, je pense que c'est en effet, tout à l'heure, j'en ai déjà parlé, il y a des actions solitaires, des pratiques d'entraide qui ont été observées au sein de la communauté chinoise, des coopérations, etc. Mais je voulais aussi, avant de répondre à cette question, préciser que ces nouvelles formes de solidarité émergées depuis la diaspora chinoise en France vont aussi au-delà des frontières de la communauté chinoise, puisque là, je vais vous donner des exemples que je n'ai pas pu développer tout à l'heure, c'est-à-dire que notamment les personnes d'origine chinoise qui sont totées,
Et donc, on peut les appeler, les qualifier ou voir les élites, hein, notamment les experts médicaux, les journalistes, les dirigeants associatifs, mais aussi les chercheurs en biologie, par exemple, ou en sciences humaines et sociales. Ce sont des personnes, dès janvier 2020, qui sont activement impliquées dans l'organisation et la réorganisation du système de soins. Donc, ils collaborent directement avec les APHP, avec le SAMU, etc. Ce ne sont pas uniquement des pratiques d'entraide qui se limitent au sein de la population d'origine chinoise. D'ailleurs, ce sont des personnes qui sont directement impliquées dans les partages et circulations transnationales d'informations. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui dialoguent aussi directement avec leurs homologues, leurs confrères chinois ou même internationaux, qui sont également des chercheurs qui publient des articles en médecine, etc. Et ce sont des personnes d'origine chinoise en France qui s'impliquent aussi dans la vulgarisation des savoirs experts, parce qu'ils donnent des conférences, parfois de nature grand public, pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé en Chine, etc. Voilà, ce sont des personnes qui en effet impliquées dans l'aide humanitaire en matériel sanitaire, mais pas dans une optique d'aider uniquement des Chinois en France ou des Chinois de Chine. Donc, il m'a semblé qu'il est important aussi de rappeler le fait que leurs pratiques d'entraide et leurs actions solidaires vont au-delà de la population d'origine chinoise en France, et ce qui permettrait justement de contredire et de balancer ces stéréotypes ou bien de préjugés de communautarisme, de trafic, de mafia, etc. Donc, il m'a semblé que c'est en effet très important de dire qu'il y a un vrai travail à faire en termes de changement d'image des Chinois en France. Donc, pourquoi pas commencer par déjà rappeler le grand public et aussi la population française en général que voilà, les Chinois, les migrants chinois et leurs descendants qui sont impliqués dans ces pratiques d'aide humanitaire, etc. C'est pas uniquement dans l'objectif d'aider les Chinois. Donc, ça va aussi au-delà de la population chinoise. Et deuxième point, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Laetitia, tout à l'heure, par rapport à tout ce qui est autour de l'achat des masques et les circulations transnationales de masques. Je pense que ça, c'est vraiment un point de vue personnel. Je pense que ce type d'action solidaire mériterait d'être étudié vraiment cas par cas et mériterait d'être plus réfléchi, notamment d'un point de vue de la société française. C'est-à-dire que c'est très dangereux ce type de mobilisation d'achat presque qui pourrait être aussi remobilisé par les gouvernements, notamment de faire remonter une sorte de fierté nationale en disant que les Chinois, nous sommes capables de tout acheter, de faire vraiment circuler des matériels sanitaires comme on le souhaite, etc. Et donc, ça ne va pas forcément arranger les choses, ça va même noircir, justement, c'est très stéréotypé des Chinois en France. Donc, je pense que ce sont peut-être deux pistes de réflexion qu'on pourrait continuer à travailler. Donc, la première, c'est vraiment de faire savoir que les Chinois, les personnes d'origine chinoise ne font pas uniquement de l'entraide, mais ça va aussi au-delà des communautés. Et deuxièmement, c'est vraiment essayer aussi de collectivement, ça, pour le coup, je ne sais pas comment individuellement on pourrait y arriver, c'est de se dire que quand on va mener une forme d'action solidaire, quand on a envie d'aller acheter, s'approvisionner des masques pour envoyer envers la Chine, réfléchissons aussi si on achète toutes les masques qui sont accessibles en France, qu'est-ce que les autres comment font les autres populations d'origine non chinoise. Donc d'avoir un peu plus de civisme, je pense vraiment tout simplement en tant que citoyen français vivant en France, je pense que ça nous permettrait aussi d'avancer collectivement. Merci beaucoup Simone. Alors, on a un petit peu débordé sur le temps, mais je vais peut-être vous poser à toutes les trois une dernière question. Donc, oui, c'est vrai que ça va peut-être être toi, Grace, qui va y répondre plus particulièrement. Mais comment est-ce qu'on peut, d'après vous, donc, lutter contre cette tendance médiatique maintenant assez généralisée, donc au China bashing. Donc, en fait, qui relève toujours un peu de l'idée de trouver un bouc émissaire. Donc, Grace, tu peux commencer. Après, Simone et Linlan compléteront.
Écoute, je vais juste parler de ma propre pratique parce que je pense que chacun va donner de son propre, voilà, selon ses compétences. Moi, ce que je fais quand je relève quelque chose que je trouve euh, de manière très disproportionnée, faire peser sur la Chine des idées qui me paraissent qui ne sont pas en lien avec le sujet. À ce moment-là, je vais voilà, rechercher quelles sont les idées que je lis de manière subliminale et essayer de les dénoncer dans un... Alors moi, j'utilise par exemple Instagram ou j'utilise Twitter et de contrebalancer cette idée-là avec quelque chose de mon propre, de ma réflexion. Bon, après, je n'ai pas évidemment l'impact du Figaro, hein. Donc ça reste très très marginal ce que je suis en train de dire, mais je pense que si nous le faisons à notre manière, chacun, chacune, en ayant une analyse, voilà, en sachant de quoi on parle, voilà, et de faire notre petite notre réflexion personnelle, je pense qu'on peut avancer là-dessus parce que je ne vois pas une riposte à ce moment. Enfin, je pense que on ne peut pas à ce moment-là s'organiser pour répondre à ce genre de choses. D'ailleurs, on le voit dans les réactions du Twitter de l'ambassade de Chine que ce n'est pas toujours facile de répondre aux fake news avec un réseau social et c'est même pas souhaitable quand on s'appelle l'ambassade de Chine en fait. Mais voilà, après chacun fait à son niveau, hein, et je pense qu'il y a aussi alors, juste pour dire par rapport à la politique du masque, et je pense que c'est aussi quelque chose que je peux dire par rapport au China bashing de manière générale. Des fois, je reconnais vite quand la situation est une situation lose-lose. Tu sais, la situation lose-lose, c'est quand quoi que tu fasses, c'est perdu. Et la politique du masque, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si les Chinois ne donnaient pas de masques, ne fabriquaient plus de masques, ou s'ils ils destinaient uniquement les masques fabriqués à leur propre usage, on crierait au scandale, mais attention, c'est quoi ces égoïsmes? Et là, quand les Chinois distribuent des masques, ils sont aussi perdants parce qu'on dit ah, c'est les pompiers pyromanes, ils versent des virus, puis après ils versent des masques. En fait, c'est une situation lose-lose. Et donc, en fait, moi, ce genre de situation, on peut rien faire en fait parce que quoi que tu fasses, t'as déjà tort. Et ça, du coup, il vaut mieux pas perdre son énergie avec ça. Et je pense que avec le China bashing ou avec le racisme d'une manière générale, je pense qu'il y a ça aussi comme idée, c'est que si tu vois que le cas de la personne est désespéré, et ben, il vaut mieux aller faire des pâtes, planter tes fleurs, parce que il faut pas. Notre énergie, elle est précieuse, et surtout dans la lutte contre le racisme ou contre les discriminations de manière générale, on n'est pas illimité en énergie. Et du coup, chacun peut se concentrer sur ce qui lui semble être le plus efficace et le plus pérenne, surtout, pour ne pas que ce soit une lutte qui nous épuise et que demain, on se dise, j'en peux plus de ces gens, ils sont tous voilà, gros mots, gros mots, gros mots, voilà. Et je peux plus faire ça. Donc, je pense qu'il faut s'inscrire dans la longueur et l'organisation, elle permet ça de se relayer et de pouvoir mener à quelque chose de plus large et de plus efficace. Merci Grace. Si vous voulez compléter, Ce serait peut-être mieux de passer aux questions. Oui, je pense que si. Je pense que vous avez, ouais, effectivement. Désolée. Mais... Non, mais oui, effectivement, tu fais bien de me le rappeler. Je voulais pas paraître, avoir l'air de faire preuve de favoritisme. Alors, on a eu pas mal de questions pendant toute cette dernière heure sur le chat. Donc, on va d'abord passer à la question d'Estelle Del. Désolée si j'écorche le nom. Qui en fait qui demande en fait que pensez-vous que la seule personnalité politique qui se soit exprimée et donné son soutien à la communauté asiatique soit Marine Le Pen. Et justement, est-ce qu'il faudrait avoir peur de la bascule de certaines personnes asiatiques vers l'extrême droite ou le populisme? Donc là, on est toujours sur ce fond de minorité modèle, cette image qui est souvent instrumentalisée par l'extrême droite. Donc, comment est-ce que vous voyez cette question? À vous de jouer. C'est un soutien dont on se passerait, oui. Enfin, je pense que souvent, les réactions, elles sont politiques. C'est-à-dire qu'elle, je ne sais pas si elle soutient les Asiatiques par sincérité ou par
ou par envie de, enfin, je sais pas, par provocation pour aller à contre-courant du reste. Enfin, je sais pas. Mais moi, je crois pas en sa sincérité. Voilà. Merci, merci. Moi, j'ai déjà entendu Marine Le Pen s'exprimer à propos du Covid-19 et je dois déplorer qu'il y a des choses qu'elle a dites qui étaient certainement prémonitrices. Hein. Donc, je pense que, hélas, il y a eu tellement de choses qui ont été dites sur le Covid-19 en long, en large, sur tous les médias d'info et sur les réseaux sociaux que, bon, c'est bon, elle a dit un truc vrai parmi tout ça, okay, bon, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour se dire qu'elle soutient les personnes asiatiques d'une manière générale ou pour favoriser un vivre ensemble global. Voilà. En tout cas, je me dis, elle peut avoir eu raison sur un truc, mais ça ne fait pas de sa vision une vision politique pour moi qui soit souhaitable pour notre pays. Oui. Mais c'est vrai que je déplore que les autres personnes n'aient pas pris cette parole-là et ne se sont pas exprimées pour reconnaître que le racisme anti-asiatique existe en France et pour soutenir les communautés asiatiques dans ce combat. Parce que nous ne sommes pas seuls. C'est un problème, c'est pas les personnes asiatiques qui sont auteurs de racisme. C'est bien les autres qui projettent ce racisme envers les personnes asiatiques. Et donc, ce n'est pas un problème pour lequel nous sommes seuls face. C'est tout le monde qui devrait s'en saisir. Donc oui, c'est un appel aux autres personnes politiques de retrousser leurs manches et d'aller dans le cambouis. Merci, merci. Et du coup, Grâce, on peut enchaîner avec la question suivante de Priska Bouveau. Donc, il demande si ce racisme anti-asiatique en France est le même, enfin, touche toutes les personnes asiatiques. Donc, est-ce que, par exemple, les personnes d'origine indienne ou les Asiatiques plus foncés, donc peut-être les Asiatiques d'Asie du Sud-Est, j'imagine, vivent les mêmes attaques? Oui, merci pour cette question, Priska. Donc, si c'est la Priska que je connais, c'est la personne qui tient le podcast Les enfants du bruit de l'odeur. Donc, je vous recommande d'aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle traite des questions voilà, des descendants de personnes migrantes. Voilà, tous horizons confondus. Alors non, évidemment que le racisme ne touche pas les personnes de la même manière. Comme le disait Simeng Wang tout à l'heure, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte dans l'impact que le racisme peut avoir sur nous, notamment notre classe sociale, notre éducation, notre lieu de vie, notre travail, enfin bon, voilà. Et par rapport au physique, non, évidemment que toutes les personnes ne vivent pas le racisme de la même manière selon qu'on est une femme ou un homme, selon que nous sommes valides ou invalides, selon que nous sommes, voilà. Et par rapport aux origines ethniques plus précisément, le mot asiatique en France, il fait penser par priorité aux personnes chinoises, donc chinoises Han, donc les personnes qui sont plutôt qui me ressemblent, à la peau claire, aux traits dits asiatiques avec les yeux d'une telle forme. Évidemment que l'Asie est beaucoup plus grande que la Chine et du Vietnam, Laos, Cambodge, qui sont des ex-territoires français et pour lesquels les Français du coup ont un lien particulier, partout dans la culture française et dans la migration aussi, ça se retrouve, et que l'Asie est bien plus grande et évidemment les personnes asiatiques, indiennes, pakistanaises, qui sont les personnes Asians en Grande-Bretagne, en lien avec la colonisation britannique, par priorité, alors que moi en Angleterre je serais East Asian. On n'est pas asiatique de la même manière selon l'histoire du pays dans lequel on vit, hélas. Dans le sens où je dis hélas, c'est qu'on est défini par l'histoire des autres plutôt que par d'où on vient, mais voilà, c'est ainsi. Et donc évidemment on ne vit pas le racisme de la même manière et qu'en France il y a très peu de choses qui impliquent les brown Asians, donc les personnes asiatiques qui seraient de carnation plus foncée, du fait d'un nombre moindre de leur population, et aussi qu'on connaît très peu de choses. L'histoire, en France, on connaît très peu de choses sur ces populations-là, mais je sais qu'il y a énormément de voix qui s'élèvent de toutes ces communautés et que les mouvements antiracistes sont des mouvements
qui sont de nature inclusif, hein, puisque l'idée c'est de travailler ensemble pour que la société soit un meilleur endroit, et du coup ça inclut toutes les formes de lutte, hein, et qu'il faut aller dans ce sens-là, il faut aller dans le sens où les personnes asiatiques soient un groupe qui puisse inclure toutes les personnes en France issues de communautés asiatiques. Merci beaucoup, Grace. On a une question pour toi, Simeng, ensuite, de la part d'Hélène Huang, qui se demande si, suite à cette crise, des ressortissants chinois vont envisager de retourner en Chine, ou peut-être ont déjà envisagé. Oui, alors il est vrai qu'en fait déjà pendant, je dirais à partir de mi-février jusqu'à même début mars, hein, on a déjà observé une augmentation de retours, hein, en Chine, qui ont été effectués par notamment des étudiants chinois. Qui étudient en France. Donc, et en parallèle, il y a également certains commerçants, lorsque leur commerce, leur modalité de commerce leur permettent, hein, de retourner également en Chine. Et donc ça, ça a été fait avant le confinement. Et donc à ce moment-là, ce qu'on a pu observer en parallèle, c'est aussi une sorte de changement de discours de ces ressortissants chinois envers leur pays d'origine, dans le sens où en fait, dans un premier temps de l'épidémie, lorsque la situation était très grave à Wuhan et plus largement en Chine, les ressortissants chinois menaient quand même des réflexions et des regards critiques envers la façon dont le gouvernement chinois a géré la crise, notamment pour critiquer le manque de transparence médiatique, aussi pour critiquer également la hiérarchie administrative dans la gestion de crise, etc. Alors que quand la France et l'Europe plus largement a commencé à devenir un foyer important de l'épidémie, ce discours a été amené à changer, notamment par des commentaires riche en doutes, je dirais, ou même riche en critiques, hein, envers le gouvernement français, en disant que le gouvernement français nous a sorti des discours très ambigus sur le port de masque. Dans un premier temps, ils nous ont dit que c'est inutile, absolument inutile de porter les masques, alors que les Asiatiques font partie des personnes qui ont porté en premier les masques dans l'espace public, notamment dès janvier, alors que ça a été notamment la genèse, hein, pour beaucoup d'entre eux de discrimination subie et aussi du racisme subi. Et donc, voilà, tout cela pour vous dire que déjà le retour et en tout cas ce rapport au pays d'origine en mutation, c'est une question qui nous tient à cœur, donc on est en train de travailler là-dessus. Je pense qu'il est très important d'observer ce phénomène vraiment au fil du temps, donc en fonction de l'évolution de l'épidémie. Et là, c'est pas encore fini, donc on va aussi observer qu'est-ce que ça va devenir post-Covid. Est-ce que beaucoup de commerçants chinois qui sont déjà très bien établis en France vont envisager de retourner en Chine, de changer leur modèle entrepreneurial, donc en se basant en Chine. Donc ce sont des questions effectivement qui nous intéressent et qu'on aimerait bien justement continuer à travailler là-dessus. Et je voudrais dire par rapport à ce que dit Simeng qu'il faut que la France aussi se saisisse de la question du racisme, parce que le racisme a un coût économique. Et ce que tu dis, Simeng, c'est un coût pour la France de perdre ces cerveaux qui ont choisi à un moment de s'établir en France par affinité, par intérêt, etc., par lien, et qui aujourd'hui se voient contraintes de quitter ce pays qu'elles affectionnent pourtant, hein, souvent pour avoir aussi eu des témoignages de personnes qui sont dépitées par la situation en France et qui se disent en fait, c'est pas du tout aussi vert l'herbe ici que je pensais, notamment à cause du racisme, enfin surtout à cause du racisme, et que ça représente un coût certain pour nous Français d'une manière générale. Merci, Grace. Alors, on va peut-être enchaîner avec une autre question plutôt pour toi, Simeng, encore. Donc, en fait, on a Pin Xiang qui se demande si, en dehors des médias, le China bashing n'a pas d'abord été un moyen, enfin, n'est pas d'abord un moyen pour les gouvernements des autres pays de faire détourner le regard sur leur propre gestion, parfois douteuse, de la crise sanitaire. Alors oui, tu as un peu évoqué ce sujet.
Voilà, et Pinseng pense notamment à l'exemple caricatural de Trump qui ramène tout à la Chine, absolument tout. Oui, je pense que déjà, je pense que c'est très très complexe comme phénomène, hein. Je pense que Lin Lan et Grace me compléteront sur ce sujet de China bashing. Et il m'a semblé aussi très important justement de garder en tête que derrière ces discours médiatiques sur China bashing, etc., il y a bien évidemment avant tout des enjeux géopolitiques qui sont très importants et qui sont presque parfois, ce sont des diplomates en fait qui commencent à élaborer ce type de discours pour contourner un peu la tension et même les tensions qui émergent à la fois dans ces pays occidentaux, donc dans d'autres pays autres que la Chine, mais aussi dans les organisations internationales. Là, je pense notamment par exemple l'OMS, hein, qui a perdu aussi un financement très important de la part des États-Unis. Et donc là, effectivement, qu'est-ce que ça va devenir l'OMS? Je pense qu'il y a certains, ça inquiète sans doute en fait les représentants des autres pays autres que la Chine qui siègent à l'OMS, parce que sans les financements des États-Unis, la Chine devient le premier pays en fait qui finance l'OMS. Et donc ceux qui financent, ça veut dire ceux qui ont aussi du pouvoir. Et donc, je pense qu'il y a plein d'enjeux qui sont très complexes et c'est à nous, chacun et chacune, en tant que citoyens et citoyennes du monde, hein, transnational, si vous voulez, d'affiner notre analyse, hein, de ne pas prendre les discours médiatiques en tant que tels, mais derrière, toujours penser à peut-être vérifier aussi les sources médiatiques, lorsqu'on peut, notamment pour beaucoup d'entre nous, on pourrait lire en plusieurs langues, pas uniquement en français, mais aussi en anglais, aussi en chinois et aussi peut-être en vietnamien, etc. Donc, toujours penser à regarder aussi dans une autre langue ou même dans plusieurs autres langues, qu'est-ce qui se passe et possible aussi, si possible, d'aller au-delà des discours médiatiques. Je pense que c'est ça qu'il faudrait peut-être rappeler. Et d'autant plus que je pense qu'à ce propos-là, sans doute, il y a aussi des choses très intéressantes à lire auprès des collègues, par exemple, spécialistes de la Chine, de la société chinoise, qui sont des sinologues. Je pense notamment à Han Chen, mais aussi il y en a plein d'autres qui commentent aussi l'actualité de leur façon. Donc, pourquoi pas combiner ces types de commentaires, des tribunes scientifiques, des billets scientifiques avec des discours médiatiques pour essayer justement aussi de balancer les regards. Ouais. D'accord. Et Ajouter Liliane, quelque je chose, pense ouais. que oui, tu peux compléter. Ouais, je pense que, je suis assez d'accord avec Simeng. Je pense que c'est très important de multiplier les sources pour affiner son analyse de la géopolitique et faire attention en fait à ne pas être partial, parce que c'est très tentant d'être partial, de défendre son pays parce qu'on aime son pays, de défendre la Chine parce qu'on aime la Chine, de défendre les Occidentaux parce qu'on aime les Occidentaux. Mais comme tu dis, Simeng, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a une sorte de guerre géopolitique. Alors, je ne sais pas qui a commencé. Enfin, je pense que a priori, c'est Donald Trump qui a commencé à avoir un discours assez agressif et haineux envers la Chine dans le cadre de la guerre commerciale. Ce à quoi la Chine a commencé à répondre en étant au début discrète. Et après, il me semble que Xi Jinping a implémenté une sorte de politique pour dire à ses diplomates et aux comptes diplomatiques, donc voilà, maintenant on commence à répondre, on commence à voir nous-mêmes, à hausser le ton. Donc c'est une vraie escalade qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, et je pense que ça, il faut pas l'ignorer. Il ne faut pas juste dire bon, il y a que la Chine qui se fait taper par les États-Unis, la Chine tape aussi en retour. Et comprendre que derrière les tweets qu'il peut y avoir des diplomates chinois, qui remettent en question, bien sûr, la gestion de la crise par les pays occidentaux, il y a peut-être aussi une volonté quelque part de détourner l'attention sur sa propre gestion. Et je pense que la Chine n'est pas intouchable, tout comme les pays occidentaux ne sont pas intouchables ni irresponsables. On voit qu'aux États-Unis, les États-Unis ont été durement touchés par la crise du Covid-19, donc c'est que quelque part leur gestion elle a pas été bonne. Donc faut comprendre que quand des pays enfin
quand les médias ont des discours agressifs, c'est que derrière, il y a aussi des gouvernements qui ont des discours agressifs et qui ont pour intérêt de taper sur un rival. Et ça, c'est pas. Et je pense que c'est pas. Enfin, il y a quand même des politologues, des gens qui observent, qui sont spécialistes de l'analyse géopolitique, qui sont d'origine chinoise, qui m'ont dit, qui m'ont confirmé justement cette politique de communication assez agressive de la part de la Chine. Et c'est pas moi qui le dis, parce que moi, j'ai jamais mis les pieds en Chine. Voilà, je lis pas tous les médias chinois, je lis pas tous les médias en général. Mais quand on interroge des gens, enfin, des spécialistes de la géopolitique qui sont qualifiés et qui sont neutres, eh bien, ils nous donnent ces analyses. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de prendre du recul par rapport aux choses. Merci beaucoup, Lin-Lan. Donc oui, tout à fait, prendre du recul, multiplier les sources hein, autant qu'on peut. Et donc justement, la question, comme vous le dites, c'est qu'il y a tout un cadre géopolitique, etc., qui nous dépasse totalement. Mais justement, il n'empêche que c'est justement ces questions politiques qui impactent directement notre vie, hein, enfin nos vies. Et du coup, on a Albert Lam qui vous pose une question. Donc, est-ce que vous pensez que la position hostile de la France à l'égard du gouvernement chinois est un frein au combat antiraciste chinois et asiatique en France? Oui. Alors, je pense que c'est, oui, on en a déjà un peu parlé, mais voilà. Alors moi, d'une manière générale, je pense que le combat antiraciste en France, il s'intéresse à ce que vivent les personnes sur le territoire français. Forcément, nous sommes influencés par ce qui se passe à l'autre bout du monde. Il n'y a qu'à voir avec l'émergence du virus, bien avant qu'il n'arrive en France. Le Covid-19 avait déjà affecté la vie des personnes qui vivaient ici d'origine asiatique. Donc ce n'est pas qu'une question de contamination par l'air, il y a aussi les idées qui nous affectent. Donc nous ne sommes pas isolés de la Chine, évidemment, la Chine ou les autres pays, mais la Chine plus particulièrement parce que on pense que les sont chinois, etc. Mais il y a pour moi deux choses très différentes que les personnes qui vivent en France d'origine asiatique, même si elles ont des liens avec la Chine ou d'autres pays d'Asie, elles vivent sur le territoire français et sont plus influencées d'abord par les médias français, parce qu'ils ils prennent les transports en public en France ou ils sont dans l'espace public français. Donc je pense que le combat antiraciste en France, il n'est pas lié pieds et poings à ce qui se passe ailleurs. C'est plutôt d'abord une question française. Et on peut, enfin moi, pour ce qui se passe en Chine, les combats féministes qui se passent en Chine, les combats, parce qu'il y en a, et on a moins d'infos ici parce que on est moins proche, mais évidemment il y en a, et que si ça intéresse les gens, ils peuvent aussi s'intéresser à ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que on peut faire des ponts, mais pour moi, c'est pas parce qu'il y a du racisme anti-noir en Chine qu'il ne faut pas que les Noirs soutiennent les Asiatiques en France par rapport au racisme qu'ils vivent. Et de la même manière, c'est pas parce que moi je subis du racisme en France qui aurait été perpétré par une personne noire que je suis aveugle à ce qui se passe sur le continent africain, dans certains pays africains où il y a une présence chinoise, où il y a des échanges qui se font. C'est-à-dire que plus personne ne vit isolé en 2020 des autres contrées, des autres pays, des autres nations. Et même si tout est lié, les principes d'humanité restent les mêmes. Donc voilà. Donc même si on peut être à l'écoute de ce qui se passe ailleurs, il faut d'abord, enfin moi en tout cas mon intérêt est de travailler sur ce que je vis ici en France d'abord. Merci. Alors, si vous n'avez plus rien à ajouter, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé de 13 minutes le temps réglementaire. Merci beaucoup à nos trois invités pour leurs éléments de réponse à cette situation. C'est vrai que c'est un débat voilà, qui mériterait bien plus d'1h30, mais on fait comme on peut. Alors, en fait, on a reçu beaucoup de questions dans le chat, c'est vrai, on n'a pas pu toutes vous les poser. Donc, désolé pour ceux dont on n'a pas pu transmettre les questions, donc, parce que nos modérateurs ont dû faire des choix. Sinon, j'espère que…
enfin, j'ai l'impression plutôt que plusieurs questions qui ont été posées au cours de l'interview ont trouvé des éléments de réponse quand même au fur et à mesure que ça avançait. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ce n'est pas fini parce que on va poursuivre le débat à travers d'autres événements, donc qui n'auront pas exactement le même format ou qui auront d'autres intervenants pour enrichir davantage le débat. Et c'est vrai que le prochain rendez-vous, bah, c'est le 6 juin, en fait, une nouvelle conférence organisée par l'AJCF où nous inviterons Simeng Wang, ici présente, et un autre sociologue, Yong Lee, qui vont nous parler des discriminations à l'encontre des personnes d'origine asiatique. Et ce sera l'occasion de discuter du partenariat entre le réseau Migration asiatique de France, dont Simeng est la coordinatrice, et la JCF. On vous en dira plus à ce moment-là. Merci à tous et voilà, restez connectés sur nos réseaux, hein, et allez follow Linla Dao, Grassley et Simeng si ce n'est pas encore le cas. Merci beaucoup. Merci à Merci tous. beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao.